Salut tout le monde, voilà une petite vidéo concernant le syndrome de l'imposteur. Voilà, j'ai quelques-unes de mes élèves qui m'ont demandé d'aborder le sujet, donc je le fais avec beaucoup de plaisir parce que c'est un sujet qui voilà qui est très présent dans notre société, puisque c'est 70% pour mes amis français, 70% des personnes seraient touchées au moins une fois dans leur vie par ce fameux syndrome. Alors, je m'arrête déjà là. Touchées une fois dans leur vie. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est important de le signaler pour éviter les confusions avec d'autres types de comportements. D'ailleurs, on parle de moins en moins de syndrome, sachez-le. On préfère parler d'état, hein, un état transitoire, plutôt que de parler réellement de syndrome, parce que voilà, c'est pas une pathologie mentale, c'est pas du tout comment vais-je dire représenté dans le DSM par exemple, hein, donc la Bible des psychiatres et des psychologues. C'est pas du tout répertorié comme étant une pathologie mentale. Donc on est plutôt dans voilà un état passager, mais que beaucoup d'entre nous rencontrent ou rencontreront, parce que ça peut évidemment se représenter dans certaines périodes de notre vie. Alors c'est un terme qui est pas neuf en réalité, hein. C'est un terme qui a été comment vais-je dire mis au devant de la scène en 1978. Donc les dames qui ont mis ça en place, donc qui ont parlé de ce fameux syndrome, s'appellent Pauline Clance et Suzanne Himes, deux psychologues. Et dans le fond, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Eh bien, elles avaient interrogé 150 femmes qui avaient brillamment réussi dans la société. Bon, différents types de métiers, des entrepreneuses, des femmes qui n'étaient pas des entrepreneuses, etc. Et elles se sont rendues compte qu'il y avait un énorme pourcentage de ces femmes qui étaient brillantes et qui avaient bien réussi, mais ces femmes ne pensait pas avoir réussi. Donc ça, c'était déjà une première caractéristique, c'est que tout le monde posait un regard presque envieux de leur carrière, alors qu'elles n'avaient pas du tout le même retour. Pour elles n'avaient pas réussi, donc ça c'est déjà un premier constat. Et si elles se retrouvaient dans des situations où en effet elles gagnent plus que la moyenne des gens, elles ont peut-être plus d'opportunités, ce n'était pas en tout cas dans leur perception, c'était pas dû au travail, c'était pas dû à leur qualité intrinsèque, c'était plutôt dû à la chance, voilà, ou à un concours de circonstances, mais pas du tout à leur travail. Et donc ça a interpellé ces deux psychologues qui se sont dit tiens, c'est quand même bizarre, des personnes qui réussissent aussi brillamment et finalement ne s'attribuent pas le mérite, bien au contraire, elles pensent que voilà, c'est dû au hasard et à la rigueur. Et là aussi très très intéressant, elles avaient dans de nombreux cas, elles avaient peur d'être démasquées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que elles n'ont pas réellement les qualités qu'on leur prête. Et donc ça, c'était une grande peur, une forme d'angoisse avec lesquelles elles devaient composer. Donc ça a interpellé ces deux psychologues, et finalement elles ont appelé ça syndrome de l'imposteur, voilà, qui est repris actuellement. Alors, il faut savoir que à un moment, s'est dit tiens, c'est plutôt quelque chose que rencontrent les femmes plutôt que les hommes. C'est pas vrai du tout. Hommes et femmes, on peut rencontrer ce même type de syndrome sans aucun problème. Nous le vivons plus ou moins de la même manière. Peut-être la différence, c'est qu'on le gère de façon, peut-être de façon différente. On gère le malaise de façon différente. Mais le ressenti peut être exactement pareil, et donc les études, parce qu'il y a une étude qui avait porté sur les femmes, disant que voilà, c'était plutôt quelque chose de féminin, mais fatalement comment vais-je dire, le groupe interrogé était exclusivement féminin, donc on s'est dit tiens, c'est plutôt féminin. Mais quand on s'est mis à interroger les hommes, on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes souffraient de ce même fameux passage, état transitoire. Donc voilà, donc c'est important de parler d'état transitoire, comme je vous l'ai dit.
Donc, peur d'être démasqué, elle se réfugie souvent, quand on a peur d'être démasqué, on se réfugie dans un travail acharné. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, pour éviter qu'on les démasque, finalement deviennent des acharnés du boulot, veulent vraiment faire quelque chose d'irréprochable, parce que leur crainte, finalement, eh bien, c'est d'être démasqués. C'est de qu'on puisse se rendre compte qu'elles n'ont pas les qualités qu'on leur prête. Et donc, ça les pousse souvent à devenir des gens, je vous dirais très très perfectionnistes. Voilà, des personnes très 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 perfectionnistes. Et évidemment, plus vous augmentez le perfectionnisme, et plus on peut se retrouver avec des personnes qui, à un moment donné, augmentent à tellement le niveau, ont tellement une soif d'absolu que finalement elles n'arrivent jamais à relever le défi qu'elles se sont fixées, puisque voilà, elles ne peuvent pas prétendre, comment vais-je dire, rien si vous voulez, pour le faire plus simplement, elles ne peuvent jamais rencontrer réellement la perfection. Voilà, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc ça les entraîne dans un cercle où, d'une certaine manière, on travaille beaucoup pour qu'on ne nous reproche rien, et finalement on se fatigue, et même quand on produit un bon boulot, de toute façon c'est jamais assez, et donc on se relance dans le boulot, etc., etc. Et à un moment, tout ça craque évidemment, et donc on peut obtenir un beau burn-out en fin de parcours. Voilà, ou d'autres problèmes de type nerveux et autres, parce que on peut somatiser aussi, n'oublions pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome de l'imposteur, il va apparaître très souvent dans des périodes. Il y a des périodes particulières qui sont des périodes charnières. Voilà. Donc ça peut me donner, on se qualifie pour la première fois dans un domaine de compétences. Par exemple, on va recevoir son premier diplôme, son premier poste, vous voyez, les premières fois. C'est là où, comme on ne s'est pas encore fait vraiment la main, on peut se dire, mon Dieu, est-ce que je mérite vraiment ma place, etc., etc. Quand on démarre un nouveau cursus, par exemple, ou un nouveau cycle d'études, quand on obtient une promotion importante, enfin bref, tout ce qui est passage d'un état à l'autre, d'un statut à l'autre, pourrait engendrer ce fameux syndrome. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est l'idée du passage vers autre chose, qui souvent crée de l'angoisse. Hein. Et l'angoisse ici est forte et plutôt retournée contre soi, c'est-à-dire que on va être anxieux et on va commencer à se dénigrer, si vous voulez. C'est un peu l'idée du syndrome de l'imposteur. Donc, on sait qu'il y a des moments charnières, ce qui veut dire que, logiquement, quand on commence à être installé dans son travail, on doit ressentir un peu moins ça. Mais, voilà, il y a toujours quand même des personnes qui pourraient continuer à ressentir ça sur le long terme. Il y a une dame, donc une psychologue qui s'appelle Valérie Jung, qui a repéré des profils qui sont plus susceptibles que d'autres d'avoir ce type de soucis. Bon, il y a les étudiants, évidemment, les chercheurs, les universitaires et les créatifs. Toutes ces personnes, d'une certaine manière, doivent souvent se comparer avec des personnes jugées talentueuses. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Je vais vous dire, le syndrome de l'imposteur, il apparaît énormément dans les pays dits industrialisés et les pays où on pousse à la compétition. Pas par rapport à soi, par rapport aux autres. Le système de comparaison nous amène à ça. C'est le gros problème. Depuis que nous sommes enfants, on nous juge sur quoi? Du résultat. Du résultat qui peut, entre parenthèses, être complètement faux. Faux. Donc je vous donne un exemple. Et si des professeurs m'écoutent, je sais qu'il y en a qui sont très réceptifs à ça, mais s'il y a des professeurs, des éducateurs qui m'écoutent, essayez quand même de prêcher la bonne parole. Un enfant, que ce soit en primaire ou que ce soit en secondaire, même l'adolescent, neurologiquement, va rencontrer énormément de changements, et nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Ce qui veut dire que certains enfants
n'ont pas, par exemple, développé encore certaines capacités. Voilà, il y a certaines capacités qui ne sont pas encore développées. Et fatalement, si on les interroge sur une matière précise, par exemple, je prends je sais pas moi, le français, eh bien, il se peut que certains enfants aient vraiment des problèmes avec la grammaire, avec l'orthographe, etc., etc. On ne se posera jamais la question de la neurologie, on ne se posera jamais la question est-ce que cette personne est définitivement pas réellement réceptif à cette matière, ou c'est tout simplement parce que le cerveau, certaines parties de son cerveau ne sont pas encore finies. Et que chez certains, ben, c'est fini, et puis chez d'autres, ça ne l'est pas. C'est toujours en construction. On se pose pas ce type de questions, donc, bah, très bien, vous réussissez vos examens, vous êtes bon en français, on lui dira, ben voilà, vous êtes plutôt littéraire. Vous voyez le raccourci entre parenthèses, hein. Vous êtes bon en mathématiques, on vous dira, ben voilà, vous êtes matheuse ou vous êtes matheux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez jouer de la flûte traversière, c'est une artiste. N'importe quoi. C'est évidemment de la connerie, mais depuis que nous sommes enfants, nous sommes dans des sociétés qui poussent à ça, à codifier, à classer les gens selon des paramètres, je vous dirais, étatiques, qui émanent de l'État et de l'intelligence, de l'intelligentsia, paraît-il, qui nous gouverne. Donc voilà, vous êtes dans les clous ou vous ne l'êtes pas, vous sortez des clous ou vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas matheux, vous n'êtes pas artiste, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, ou alors vous êtes moyen, vous êtes moyenne, et c'est un peu comme ça qu'on juge les personnes. Évidemment, on vous mettra à un moment donné, on comparera si vous voulez, on fera toujours avec vous des comparaisons. Et les parents sont aussi des spécialistes pour la comparaison. Pas tous les parents, évidemment, mais il y a des parents qui sont des spécialistes pour la comparaison. Donc, par exemple, enfin, comment c'est possible que tu ne comprennes pas les mathématiques alors que ton frère le comprend très bien? Par exemple, prends exemple sur ton frère ou sur ta sœur, regarde, elle est brillante en art, tu devrais t'en inspirer. Vous voyez? Le système de comparaison est très, très, très mauvais. On a d'ailleurs ramené ce système dans les entreprises, un peu partout. On a fait croire que en vous faisant rentrer par exemple dans une salle, je parle là pour les adultes, je prends par exemple le système bancaire, j'ai pu assister à ça, on vous dit alors dis-moi un peu, tu peux m'expliquer comment ton voisin, lui, ses chiffres sont extraordinaires alors que toi franchement ce mois-ci tes chiffres sont vraiment horribles, et on commence à vous casser comme ça devant tout le monde. Le but étant, c'est de montrer des personnes en exemple, et logiquement ça devrait susciter l'envie de les rattraper. Ça suscite rien du tout, ça suscite beaucoup de colère, ça suscite beaucoup de jalousie, ça suscite de la peur, et ça suscite souvent ce type de syndrome. C'est pas un hasard s'il y a quand même 70% des personnes qui en souffrent. Je pense réellement que les parents et l'école sont en grosse partie responsables de ça. Je pense que les parents et l'école sont en grosse partie responsables de ça. Et évidemment, je pense que plus tard dans la société, même chose, les techniques de management, et il y en a peu qui sont bonnes, je vous le dis comme je le pense, les techniques de management vont aussi vers ce type d'attitude, et ça ne marche pas. On fait semblant que ça marche, mais ça marche pas. Quand on interroge les gens, on voit très bien qu'ils sont blasés, qu'ils ont plus envie d'aller bosser, qu'ils sont dégoûtés, qu'ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne respecte pas qui ils sont, etc., etc. C'est une catastrophe en réalité. Mais comme on se tait parce que on doit garder son boulot, parce que voilà, on veut pas te faire de vagues à l'école, il faut se taire aussi. On vous apprend la loi du silence, se taire c'est mieux. Pour la plupart d'entre nous, si vous voulez, on va morfler mais sans broncher, quoi. C'est un peu l'idée. Donc désolé de le dire, mais bien souvent, une bande d'incapables, parce que je les appelle comme ça, une bande d'incapables, vont juger, en fait, de vos compétences sur base d'un protocole qu'ils n'ont même pas mis en place. Ce sont des personnes qui sont peut-être pas plus capables qu'elles, et c'est sur base de ça qu'on va vous dire si vous êtes bien ou pas bien, bonne ou pas bonne, si vous êtes littéraire, si vous êtes matheux, si vous êtes artiste, si vous... La folie, en bref, évidemment, tout ça, ça pose problème. Évidemment, tout ça, ça pose des problèmes. Et notamment, ces personnes
qui se sentent mal par rapport à la réussite. Ça peut venir de là. Bon. Ça peut donner aussi les aînés de la fratrie, hein, qui sont tellement poussés par les parents, si vous voulez, qui croient tellement en leur enfant, on pousse, on donne les meilleurs cours, on donne les meilleurs professeurs, on va dans les meilleures écoles. À un moment donné, ils se disent, bah finalement, je mérite peut-être pas ce que j'ai, quoi. Ça vient pas forcément de mon propre travail. J'ai eu beaucoup d'aide, et donc voilà. Donc vous voyez, trouver aussi la limite. Aider les gens, c'est bien, mais faut peut-être pas exagérer non plus, parce qu'autrement la personne n'est pas contente de son travail. Elle a l'impression de ne pas avoir bossé. Il y a aussi toutes les personnes, ça, alors là, moi, c'est quelque chose que je connais bien, ce sont les personnes qui prennent un peu des chemins de travers, si vous voulez. Donc, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui a un diplôme de sociologue et qui devient journaliste, vous voyez. Voilà, elle bifurque, et donc, on se dit, ah oui, mais je suis arrivé là parce qu'il y a une opportunité, mais est-ce que réellement je suis vraiment compétente, etc., etc. Alors pourquoi j'en parle? Parce que moi, ça fait des années que je forme des coachs. J'en ai fermé plein, il y en a plein qui bossent, et j'entends tout le temps, la même rengaine. Oui, mais est-ce que je ne me sens pas prête ou je ne me sens pas prêt? Je ne me sens pas légitime. Légitime. Ah oui. Et donc, ces personnes, bien souvent, peuvent développer un système compensatoire qui est toujours dans les études. Vous voyez, on étudie tout le temps, on est toujours en formation, et elles justifieront qu'on n'en sait jamais assez et qu'elles ne sont pas prêtes. Mais, les amis, nous ne sommes jamais prêts. Jamais. Ça n'existe pas. Vous savez, vous faites des études universitaires, vous avez un master, c'est magnifique, vous croyez que vous êtes prêt? On n'est jamais prêt. Il y a une multitude de situations qui nous dépassent et qu'on n'a pas appris dans les études classiques ou non classiques à gérer. Nous ne sommes jamais prêts. Ça n'existe pas. C'est un leurre. Mais celles qui passent ou ceux qui passent comme ça, donc d'un boulot à un autre, pourraient croire qu'ils n'ont pas les compétences, évidemment, parce qu'il n'y a que lorsqu'on a le diplôme, c'est-à-dire lorsque l'État a mis son tampon sur un diplôme et qui dit « vous êtes prêt », alors on se sent prêt. Faut pas demander le manque de confiance en soi qui est développé. Donc voilà. Alors il y a évidemment les minorités sociales, les groupes sociaux qui peuvent être victimes réellement ou pas de discrimination. Alors on peut tout mettre, on peut mettre les personnes de couleur, on peut mettre les minorités religieuses, on peut mettre tout ce que vous voulez. On peut mettre les après par extension on peut mettre les barbus, ceux qui ont des longs cheveux, ceux qui sont tatoués. Vous pouvez tout mettre là-dedans. Vous voyez, les minorités. Voilà. Il est vrai que quand on vient d'une minorité, parfois on se sent un peu... numériquement, on se sent déjà en infériorité, voilà, et puis après on peut se sentir stigmatisé selon un peu quand même l'éducation de certaines personnes. Bon, voilà, parce que c'est ça, tout à l'heure je reviendrai à ça, faut pas non plus tomber dans ce que j'appelle l'excès, c'est-à-dire se cacher derrière ce syndrome ce syndrome, alors qu'en réalité, tout simplement, on n'ose pas affronter sa vie, et on cherche des excuses comme Calimero, la vie est trop injuste, et donc on va chercher des tas d'excuses. Bon, ça ici, c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la première étude portait sur des gens qui ont réussi quand même. Ils ont réussi à dépasser pas mal de choses. Bon, voilà. Alors, ça peut être aussi en relation avec des parents qui sont brillants, voilà, parfois quand on vit dans l'ombre de certains parents, ça peut être compliqué en effet, et donc on peut avoir ce syndrome de l'imposteur. Tiens, moi j'ai eu la place parce que mon père ou ma mère, c'est une personne importante dans le milieu politique, etc. Et donc j'ai pas réussi à faire mes preuves. C'est un peu le problème des enfants stars d'ailleurs, des enfants de stars, excusez-moi, qui peuvent ressentir ce même type de sentiments. Ce qu'on peut retrouver aussi sont les auto-entrepreneurs.
beaucoup d'auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants n'ont pas réellement de feedback. Hein. Vous savez, quand vous êtes indépendant, si vous êtes dans le service, c'est rare que les gens vous disent « Ah, monsieur, madame, vraiment, je vous remercie, vous avez changé ma vie » ou alors « C'est vraiment, vous êtes professionnel ». C'est rare. C'est rare. Donc, on se retrouve aussi avec beaucoup de personnes qui, à un moment donné, travaillent énormément, ont très très peu de retours, et donc peuvent se sentir comme ça, pas forcément appréciés, et ça peut développer, ce type d'état. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quand même quelque chose de très partagé. C'est plutôt quelque chose qui est en relation avec voilà les pays où il y a énormément de compétition, il y a énormément d'industrialisation, etc., etc. Il est vrai que l'école, l'éducation peut favoriser ça sans aucun problème. Et que comme vous voyez, bah oui, il y a des groupes qui sont plus susceptibles d'avoir ça. Mais si nous résumons, élever les gens dans de la comparaison, ça peut donner ce type de problème. Amener les gens, comment dire, juger les gens simplement sur des résultats, par exemple scolaires ou des chiffres dans des sociétés, etc. Et ne pas, voilà, pas voir plus loin que le bout de son nez, ça aussi. Ça crée des tas de problèmes, vous voyez. Donc, évidemment, c'est très mauvais, les comparaisons, etc. sont très très mauvaises. Pousser les gens à la performance, pas parce qu'ils aiment quelque chose, parce qu'ils cherchent à se dépasser, donc la performance par rapport à eux-mêmes, mais la performance par rapport aux autres, est toujours plus performant par rapport à quelqu'un, et il n'y a rien de pire, évidemment. Donc, tous ces systèmes font que, à un moment donné, on se retrouve évidemment avec ce type de syndrome. Et donc, comme je l'explique, ce qui est rassurant, c'est que dans la plupart des cas, j'ai pas dit dans tous les cas, mais quand même dans la plupart des cas, c'est un état qui se manifeste plutôt dans certains changements. Voilà. Passage voilà, d'un poste à un autre, par exemple, ça peut se manifester. Donc, faut voir tous les changements. Voilà. Et donc, on sait, alors, quand on sait ça, on peut se dire, ben, ok, dans ce type de changement, je vais peut-être être plus vulnérable, donc c'est peut-être le moment de bien m'entourer de personnes qui sont bienveillantes, par exemple. Vous voyez, c'est peut-être le moment de d'écrire sur une feuille quelles sont mes véritables valeurs, quelles sont mes qualités, ce que j'aime dans la vie, pourquoi je choisis telle ou telle option, vous voyez. Donc c'est de se recentrer sur soi-même en faisant abstraction à la rigueur de ce qu'on peut penser de nous, sauf évidemment les personnes que vous avez élues comme étant celles qui peuvent vous donner des conseils pour vous améliorer ou pour faire ressortir des choses intéressantes de votre personnalité, voyez. Mais je précise aussi que ce syndrome, comme vous l'avez compris, c'est pas de la victimisation. La victimisation, c'est autre chose. Hein. Je me victimise. Et Calimero, oui, non, je suis pas sûr, je peux pas y arriver parce que j'ai pas confiance en moi. Il y a des gens qui passent leur temps à dire qu'elles n'ont pas confiance en elles, hein, qui n'ont pas confiance en eux, pardon, parce que c'est plus facile aussi. C'est plus facile de dire à quelqu'un bah, j'ai pas confiance en moi, donc je fais pas. Je saurais pas le faire puisque j'ai pas confiance en moi. En psychologie, apprenez aussi tout de même qu'il y a des bénéfices secondaires. Par exemple, moi je veux pas apprendre une langue étrangère parce que j'ai pas confiance en moi. C'est très bien. Comme ça, t'as pas confiance en toi, comme ça, tu n'apprends pas une langue étrangère, comme ça, t'as pas peur d'être ridiculisé, comme ça, ton ego, il est intact. C'est une très belle manœuvre psychique. Donc, faut pas se laisser avoir non plus par ça, si vous voulez. Alors, ça peut arriver d'avoir un petit manque de confiance en soi, hein, je dis pas le contraire, mais tout de même, faut apprendre à le dépasser. Il y a des personnes chez qui c'est récurrent, ça. J'ai pas confiance, donc. Ce sera pas parfait, donc. Voyez? Et donc, c'est pas du tout le syndrome de l'imposteur. Faut pas les confondre, ça.
Syndrome de l'imposteur, c'est que je peux réussir, en réalité. Je peux me donner les moyens pour réussir. La seule chose, c'est que j'ai toujours l'impression que je vais être démasqué et que finalement, ce que j'ai fait, c'est pas... je l'ai pas fait, j'ai pas réussi parce que j'ai réellement des compétences. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne se lance pas. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne joue à Calimero, à se victimiser. C'est pas du tout ça. Simplement, elle ressent ce type de malaise. Donc pas de confusion entre ces deux systèmes. Et encore une fois, je répète que dans le cas de ce moment de transition, hein, ce n'est qu'un moment, ça va passer. Donc on peut apprendre aussi des techniques pour gérer tout ça, pour gérer l'angoisse, pour gérer le doute. Voilà, pour, moi je le formule comme ça, manager l'incertitude. La vie est incertaine, tout est incertain. Hein. Qui peut dire demain je suis sûr d'être en vie? Personne. Si ça se trouve, moi ce soir je meurs dans mon sommeil. J'espère pas, mais ça pourrait m'arriver. Donc, qu'est-ce qui est certain dans la vie? Vous ne savez pas. Vous donnez la bonne éducation, ce que vous appelez la bonne éducation à vos enfants, et qui est peut-être très certainement bonne. Ça les empêche peut-être pas de se droguer, voyez, ou de faire n'importe quoi. Il y a plein de choses qui nous échappent. En réalité, on ne contrôle pas énormément de choses. Je ne contrôle pas le temps, je le subis. Je peux essayer de contrôler ma voiture. Mais à la rigueur, si quelqu'un me fonce dessus, vous voyez, contrôle ou pas, fonce dessus. Donc, il y a quand même une dose d'acceptation. Une dose d'acceptation de lâcher prise d'une certaine manière. On ne peut pas tout contrôler. Et on doit apprendre à manager l'incertitude. Et ça, c'est vraiment un travail de fond qui, souvent, je le dis, nous renvoie quand même à une notion qu'on occulte totalement et qui va peut-être surprendre certains de mes élèves parce que je n'en parle jamais, mais qui est la notion de spiritualité. Eh oui, ben oui, parce que parfois la notion de spiritualité peut nous aider à passer au travers de tout ça. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que la notion de spiritualité peut nous aider. J'ai bien dit de spiritualité, hein, je n'ai pas dit forcément la spiritualité, ce n'est pas que la religion, mais la spiritualité peut nous aider, bien sûr. Vous savez, dans la spiritualité, vous pouvez mettre aussi la philosophie, vous pouvez mettre, d'une certaine manière, l'art, etc., etc. Voilà, évidemment, on peut mettre la religion. Mais donc, ce ne sont pas, ça j'en dis aussi un mot, ce n'est pas parce que vous êtes à fond dans les techniques psychologiques et que vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous ne ressentez pas, sur ce que vous auriez voulu dire, etc., que ça va forcément toujours aboutir à un bon management de l'incertitude. L'incertitude nous renvoie à l'inconnu, l'inconnu crée de la peur crée souvent un sentiment chez nous de se raccrocher à quelque chose, et même si l'analyse, et l'analyse des autres, et l'auto-analyse ou l'analyse de phénomènes reste une notion importante à développer, elle n'est pas la seule. Avoir foi en certaines choses, c'est ce qui peut nous aider aussi à passer certaines épreuves. Donc voilà, c'est sur ces bons mots que je vous quitte. J'espère que cela vous a un peu éclairé. Voilà, salut les amis.